Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre podcast comics préféré. Arnaud, pour vous servir, votre humble hôte, vous allez écouter un podcast un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une captation audio d'une conférence, d'une rencontre en fait avec un petit public qui a été donné le 19 mai 2021 dans le cadre du vernissage d'une exposition collective pour le label 619. C'est une exposition qui se déroule du 19 mai au 12 juin à la galerie Acheter de l'Art, qui se situe rue de Lappe dans Paris, c'est près de Bastille. Et donc on vous encourage à y faire un tour, puisqu'il y a des œuvres originales, des planches originales de pas moins de 13 artistes qui y sont exposés. Et donc dans le cadre du vernissage de cette exposition était organisée une rencontre entre Run et Yuck, donc le créateur et le directeur artistique du label 619, qui racontait au public les différentes étapes de la création du label, comment tout ça s'est fait il y a maintenant 13 ans. Et comme on est dans un contexte particulier, il y avait les restrictions sanitaires, la galerie n'est pas hyper grande, eh bien la rencontre était limitée à seulement 7 personnes de mémoire. J'ai eu la chance de l'animer, j'ai eu l'honneur de faire cela, et donc il serait dommage de ne pas faire profiter de cet échange à un plus grand nombre, et donc c'est pour ça qu'on en a pris les micros également pour vous proposer cette captation audio que vous retrouvez donc sous forme de podcast. Et vous aurez également une version vidéo qui arrivera sur le site ou sur les réseaux sociaux de la galerie Acheter de l'Art très prochainement. Donc excusez un petit peu, c'est des différences de niveau sonore puisque les conditions du direct sont ce qu'elles sont, mais on espère que ça vous plaira. Je vous lance simplement le générique et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc merci tout le monde d'être là, vous avez bravé l'extérieur, vous avez choisi plutôt que de boire des verres en terrasse ou d'aller voir un film de venir à cette rencontre avec Run et Yuck pour cette exposition collective pour les 13 ans du label 619. Alors même si vous n'êtes pas nombreux, je voudrais d'abord juste que vous applaudissiez ces deux messieurs-là. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas d'expo aujourd'hui a priori. Donc Run au milieu, Yuck tout à ma droite. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette rencontre. On va commencer tout de suite dans le tas. Donc ça fait 13 ans que le label 619 existe, c'est 2008. Donc il va falloir nous raconter des histoires et nous dire comment tout ça s'est formé. Ouais, t'as le temps, ça va ? Nous on a le temps et je crois que les gens qui sont venus là ont aussi le temps. Bon, moi, ce qui est bien là, c'est qu'avec les masques, je suis pas stressé. Je me dis, pour une fois, je vais être photogénique sur la vidéo. Donc ça, c'est très, très bien. Puis ça fait bizarre de revoir du monde et tout, d'être dans des expos et tout ça. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait. Donc carrément, profite de l'instant présent. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je blogue sur les planches originales que je connais pourtant par cœur, mais je n'arrive pas. Tu vois, là, même encore là, je sens que mon regard est aimanté sur les cadres. Donc non, ça fait super plaisir. Là, tu dis 13 ans, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, 13 ans, moi j'ai juste l'impression que c'était, je vais pas dire avant-hier, mais à chaque fois je me dis, putain, 13 ans. C'est il y a 2 semaines, quoi, grosso modo. Pas loin, quoi, tu vois. Et donc, comment tout ça a commencé ? En fait, tout ça n'était pas programmé, si tu veux. C'est ça qui est toujours un peu incroyable quand je raconte l'histoire. C'est que moi, à la base, tu vois, j'avais déjà mon univers Moutafoukaz que je voulais développer, je ne savais pas encore exactement dans quoi, mais la bande dessinée me paraissait être le meilleur moyen pour en faire quelque chose. Tout simplement parce que sur une bande dessinée, t'as pas d'équipe à gérer, c'est beaucoup moins lourd que, je sais pas moi, un film ou même un court-métrage. J'avais déjà fait un court-métrage avec des anciens collègues en 2003, et je m'étais aperçu que juste pour faire 7 minutes, c'était quand même assez costaud, quoi. Donc une BD me paraissait finalement le meilleur médium pour raconter ce que j'avais à raconter. Mais le problème, c'est que j'avais pas d'éditeur. Donc, j'avais fait le tour de France des éditeurs pour savoir qui pourrait être intéressé par cette BD. Malheureusement, j'ai trouvé personne. C'est quoi ? Les gens n'étaient pas séduits par le projet ? C'était trop genré ? C'était déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'arrivais chez les éditeurs avec des exigences de taulier, limite,
où je disais, ouais, moi j'imagine ma BD, en fait, ça serait pas un 48 pages comme ci, comme ça serait plutôt un format épais. Tu vois, en fait, moi, dans ma tête, j'avais les intégrales comics, tu vois, sans avoir aucune notion ni conscience de l'économie des BD franco-belges. Donc, si tu veux, j'arrivais avec cette idée-là. Et les mecs direct me calmaient en mode, attends mec, t'es gentil, mais t'as encore jamais fait de BD. Les dessins sont sympas, mais en même temps, je sais pas, les bulles noires, machin. Bah écoute, on va peut-être te mettre un scénariste, puis on va voir ce que ça donne. Et finalement, ils me mettaient jamais avec un scénariste. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment de guerre lasse, j'avais un petit peu laissé tomber l'idée d'en faire une BD. Et pour tout dire, j'étais en train de bosser, j'étais en train de chercher un boulot alimentaire parce que j'étais en fin de droit. Et à l'époque, j'avais une association qui s'appelait Semperfi, dans laquelle il y avait un pote qui s'appelle Danny, qui a d'ailleurs fait le logo original Moutafkaz, et qui avait un rendez-vous chez Ankama, qui faisait le jeu vidéo Dofus à l'époque. Et il devait. Pourquoi il devait aller chez Ankama d'ailleurs? Pour faire de la colo ou non de... Je ne sais plus si c'était de la colo, mais du graphisme, quoi, en tout c'était cas. pour faire du graphisme et des faire persos, un des test. trucs comme ça. Et faire un test, quoi. Bon, bref. Mais il n'avait pas de bagnole. Et je dis, bah, vas-y, je te conduis. Comme ça me donnera l'occasion de voir un petit peu qui sont ces gens, tu vois, parce que apparemment, c'était une boîte qui commençait à avoir la cote, mais moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, paf, on part dans ma mini, direction Ankama. On arrive dans une ruche d'entreprise à Tourcoing. Et puis là, je tombe sur. À l'époque, ils avaient tous des queues de cheval. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, mais bon, bref. Et je tombe sur Tot, le big boss, et qui me dit. Donc pendant que Danny faisait son entretien, il me fait, oh, tu fais quoi toi et tout? Je dis, bah moi, je suis je cherche un éditeur pour faire ma BD. Tu vois, il dit, ah bon, t'étais chez Timchman aussi et tout. Je dis, ouais, ben, j'avais fait un court métrage qui s'appelait Le Moutafkaz, et il connaît. Et là, je vois direct qu'il tilt. Il fait, vas-y, moi, je vais te la faire ta BD et tout. J'ai dit, attends, on est dans une ruche d'entreprise de mecs qui font du jeu vidéo. Et il me dit, ouais, moi, justement, je veux monter une maison d'édition. Mais sérieux, ça se fait comme ça. Hein. C'est-à-dire, vraiment, comme je te le raconte. Il me sort un manga. Il me fait, regarde, on a sorti ce manga Dofus. Dofus, c'est notre jeu vidéo. Et puis, les éditeurs, ils voulaient pas faire notre manga, donc on l'a fait nous-mêmes. Je regarde, je dis, merde, ah bon, tu l'as fait. Moi, je me dis, mais il a fait ça comment? Tu vois, je tourne, c'est des vraies pages, il y a une jaquette. Enfin, c'est un vrai manga, quoi. C'est une vraie bande dessinée. Ouais. Et je dis, mais vous le vendez où? Ah ben, on le vend sur notre site. Je dis, putain, ok. Et puis là, on vient de sortir le manga, l'artbook Dofus. Et il me montre le artbook. Encore une fois, je vois un vrai livre, tu vois. Je me dis, ah ouais, putain, mais ouais, excellent. Et il dit, bah, si tu veux, ta BD, moi, ça me dit bien de la faire. Je dis, attends. Donc, j'avais en contact Stan de Stan Evans, tu sais, les auteurs. Et j'appelle Stan, qui lui était bien branché dans l'univers BD et tout. Je lui dis, écoute, là, je suis chez Ankama, qui est une boîte de jeux vidéo. Apparemment, le big boss, il sort des projets, tu vois, type manga, artbook. Il me dit qu'il est chaud pour faire Moutafkaz en BD. Qu'est-ce que t'en penses? L'idée, c'est que Todd voulait développer une maison d'édition. Mais clairement, ils n'ont pas de distributeur et tout. Et lui, il me dit, écoute, ça peut être le bon plan dans le sens où, dans une maison d'édition, peut-être ton titre, il serait noyé sous plein d'autres titres. Donc, si ça se trouve, c'est une opportunité à saisir. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Vas-y, quoi. Donc, ok. Donc, je réfléchis un petit peu. Et puis ensuite, je reviens vers Todd. Je dis, bah écoute, ouais, ça me dirait bien peut-être de tenter la BD. Donc, il me dit, bah super, et tout. Donc, le gros avantage aussi de Todd par rapport à toutes les maisons d'édition que j'avais fait, c'est que lui, il me laissait carte blanche totale sur la fabrication. Donc, à un moment donné, je tentais le truc. Je disais, mais la pagination, ça te pose pas de problème? Non. 19-27, non. Et si je change de papier en cours de route? Non, vas-y, tu vois, c'était... je dis, bah écoute, vas-y, on tente le coup. Et si tu veux, donc voilà, j'ai commencé la BD. On est sorti à la Japan Expo 2006, je crois, donc la BD. Donc, moi, j'avais mon petit stand pour faire des dédicaces avec des piles de Moutafkaz. Donc, encore une fois, pas de distributeur. Hein. Donc, pas de distributeur, ça veut dire, en fait, la BD, elle est juste pas en librairie. Et Donc, ta seule façon de le vendre, c'est soit par le site ou alors lors des événements. Exactement. Todd avait eu l'idée d'ailleurs de faire, tu sais, dans le jeu Dofus, il y avait des mecs qui se battaient pour avoir des items, tu sais, qui étaient introuvables ou autres. Et il y avait notamment des familiers. En fait, tu avais ton personnage dans Dofus, il avait un petit animal familier. Et à un moment donné, il a eu cette idée de dire, si vous achetez une BD Moutafkaz sur notre site,
vous aurez un petit familier Willy, tu vois. Donc, et les gens, il y a plein de gens qui ont acheté la BD, qui sont foutés complètement de la BD, ils voulaient juste le familier. C'est ce que DC fait maintenant avec Batman et Fortnite. Hein. Ah bah tu Ils vois. ont les mêmes techniques. Bon bref, toujours est-il que ça a contribué à faire connaître la BD. Et moi, je me retrouve à la Japan Expo 2006. Je m'assois, tu vois, j'ai mes piles de BD. Je sais pas quelle sauce je vais te manger. Les premiers qui rentrent, je te jure, c'est vrai, c'était un couple de quarantenaires, tu vois. Ils s'arrêtent devant le stand. Madame prend la BD, tu vois. Elle regarde, elle feuillette. Et puis là, je vois qu'elle bloque. Et elle commence à lire, mais elle lit les onomatopées. Elle fait paf, bim, boum. Elle referme, elle dit super les dialogues. Je dis, putain, c'est mon premier contact avec des potentiels lecteurs. C'est juste en termes de, on va dire, de confiance en soi. Ça dégringole, mais champ max, quoi. Ça t'a pas découragé non plus. Bah, de toute façon, j'étais là. Donc, et un petit gamin arrive. Oh, ça a l'air super et tout. Je lui fais la dédicace. Et puis ensuite, il y a quelques gens qui viennent dédicacer. Et le lendemain, je me suis dit qu'il y avait un truc qui se passait parce que le petit gamin en question revient et me raconte toute la BD comme s'il avait vu un film la veille et que j'étais pas au courant du film, tu vois. Il me raconte toutes les scènes, tu vois. J'ai dit, putain, il a l'air de kiffer, tout, ça a l'air de marcher et tout. Et pendant la dédicace, pendant la Japan Expo, on en avait vendu 150, tu vois, ce qui était quand même pas mal. Donc moi, si tu veux, au-dessus de la barre des 100, je me suis dit, putain, bon, on n'a pas fait ça pour rien, tu vois. Moi, j'étais vraiment à ce niveau-là dans ma tête. Hein. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, bon, je vais passer des épisodes, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Tot, du coup, avec Mutafukaz, c'était ça, comment, par rapport à des distributeurs qui, avant, ne les considéraient pas comme légitimes pour faire de la BD, d'un coup, ils se sont dit, bon, visiblement, ils ont une vraie volonté de se lancer dans de l'édition. Et en plus, entre-temps, Mutafukaz, la BD avait été repérée par la FNAC. On avait été coup de cœur à la FNAC. Ouais. Tu vois, juste par un système de bouche à oreille. Si tu veux, du coup, ce qui fait que la centrale FNAC a commandé, je sais plus, 5000 BD, c'est un truc de fou. On s'est retrouvé à la FNAC et du coup, ça a éveillé l'intérêt des distributeurs. Et là, d'un coup, Ankama édition, qui ne s'appelait pas encore Ankama édition, qui n'était pas encore créée. Moi, mon contrat, c'était Ankama Games, par exemple. Ankama édition, tout d'un coup, devenait une nouvelle maison d'édition avec une vraie légitimité grâce au fait que ils sortaient une bande dessinée qui n'était pas un produit dérivé de leur jeu vidéo. Et en plus, on était à la FNAC, etc. Donc, il y a un distributeur qui s'est ramené. Toi, tu as commencé à signer d'autres projets de BD. Et il me disait, moi, si tu m'accompagnes dans l'aventure, je serai à fond. Donc j'ai dit, ouais, vas-y. Donc moi, dès qu'il y avait des auteurs qui me plaisaient, je me disais, il y a un potentiel et tout, je les présentais à Tot, etc. Et de fil en aiguille est venue l'idée de créer une collection parce que les goûts de Tot étaient beaucoup plus éclectiques que les miens, dans le sens où moi, c'était toujours très, je veux dire, urbain, machin et tout. Que lui, ça pouvait aller du preschool à l'adulte. Et du coup, je trouvais qu'en termes d'identification des BD, c'était pas toujours super clair. Donc il m'a dit, ouais, vas-y, fais ce que tu veux. Donc j'ai dit, bon, vas-y, tranquille. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire une collection un peu plus orientée, culture urbaine, ado-adulte. Et puis là, pour moi, dans ma tête, il y avait une personne qu'il fallait contacter. C'est cette personne qui est assise à côté de moi, Yok, avec laquelle j'avais bossé. Ça faisait quoi? Ça faisait 7 ans que je bossais. Quand j'étais dans mon ancienne boîte à Team Schman, on bossait déjà ensemble et on avait bossé sur des projets de Warner. On avait bossé aussi sur le fameux pilote de Mutafukaz, court-métrage. Donc, je savais que c'était l'homme de la situation par rapport au fait de créer une identité graphique vis-à-vis d'une collection telle que je l'imaginais. Justement, qu'est-ce que ça veut dire, créer une identité graphique alors Comment est-ce que tu définirais un petit peu cette question-là? Qu'est-ce que c'est vraiment de vouloir de créer une identité graphique? Qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme? Déjà, il y a le nom et le logo. Déjà, c'était le premier truc. Je me rappelle exactement l'endroit où j'étais quand le 619 est arrivé. Il y avait David Calvo à l'arrière de la voiture. Et on était sur la bretelle d'autoroute pour sortir vers Saint-Maurice-Pelvoisin. Bref. Et le nom a popé. L'idée du chiffre me plaisait bien. L'idée du 619 me plaisait bien. Parce qu'il y a une symétrie dans le logo déjà. Enfin, logo qui n'existait pas encore, mais en tout cas, il y a une symétrie dans le chiffre. Le 6, le 1, le 9. Si tu regardes plus ou moins de loin, ça peut faire big, tu vois.
le côté label, il y avait un côté un peu propre à l'industrie du disque. Et puis le 619 parce que San Diego, parce que Rey Mysterio. Ah, vraiment, d'accord, ok. Ouais, Rey Mysterio qui prend d'ailleurs le nom de sa prise par rapport à San Diego vu qu'il est originaire là-bas. Donc, puis il y avait ce côté comme ça un petit peu, tu sais, prise de catch, double coup de pied dans la gueule, tu sais, au monde de l'édition finalement. Il y avait un petit côté comme ça, pied de nez. Et du coup, le 619, il est arrivé comme ça. Puis là, très vite, voilà, avec Yuck, j'ai dit, vas-y, l'identité graphique, il faut que ça envoie le boulet. Et puis, puis lui, il a pris la suite par rapport à, justement, déjà à l'identité du logo. Et puis quoi? Et puis ensuite, la cohérence. Déjà, il y a une cohérence qui se fait vis-à-vis des titres que tu choisis. Et puis après, le reste suit, quoi. C'est-à-dire, lui, vu que c'est le DA de tous les titres qui va sortir, c'est lui qui va faire tous les logos. Et puis la cohérence, elle se fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, de facto, quoi. Justement, t'es parti sur quoi alors au début En fait, le principal petit élément sur le logo que Ron avait envie aussi, c'était d'avoir on ait ce flaming qui soit quand même présent. Ça faisait un petit élément graphique qu'il avait déjà de côté et tout. Moi, ça faisait plus par rapport au logo 619, je me disais il faut qu'on ait un impact. Et après, j'aime bien aussi avoir des petites références graphiques que je vais kiffer, mais que je vais. Pas beaucoup de fil. Non, c'est pas grave. Et que j'aime bien pouvoir utiliser et tout. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un logo avec un shield, comme un shield de police, et voilà. Et après, par rapport à ce qu'on avait envie de mettre dedans, ce qui devait pouvoir suggérer, je suis parti directement. Parce que pour toi, le but du logo, c'est qu'il soit facilement reconnaissable immédiatement, alors, ou c'est qu'on le reconnaisse plus de loin? C'est quelque chose, tu vois, c'est dans tout. Ouais. Tout. Ouais, non, mais c'est qu'il doit avoir de l'impact et il doit être pas iconographique, mais il doit être reconnaissable bien et être là. Et au départ, le logo 619, il était décliné en fait selon chaque série. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que j'avais envie que, c'était le plaisir de, tu commences à créer justement le logo, mais tu as envie que, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit pas juste un logo de plus, etc., qu'on puisse accompagner, que chaque logo puisse accompagner s'adapte un petit peu au contenu. Au contenu. Et du coup, donc j'avais fait le logo de base pour 619. Ensuite, il y a eu celui pour Moutafoukaz. Ouais, c'est 2 flammes de chaque côté et le point américain au-dessus. Bim. Et chaque fois, il y avait ce petit côté il faut être impactant. Et quand même, il y a eu celui de Florent pour l'univers Freak Squill. Il y avait eu le logo pour Stan, de Stan et Vince. On avait fait un petit artbook. Diary of Inhuman Species. Et aussi Debaser de Rafshan. Donc il y avait les premiers titres qui avaient chaque fois leur déclinaison de logo, et sachant que le logo était aussi déclinable sur couleur foncée ou claire, et qu'il y avait une petite différence. Et le logo, il t'évoque aussi, tu vois, lui parlait du shield, mais c'est vrai qu'il y a ce côté bouclier, il y a ce côté un peu ésotérique par rapport aux chiffres, etc. Mais il y a aussi le côté finalement Sacré-Cœur, tu vois. Moi, je vois là par exemple le truc. Finalement, tu regardes ça de loin, tu es presque dans le 619 déjà, je veux dire, d'une certaine manière. Donc, c'est ça aussi qui faisait que, direct, on s'est dit que ça marchait. Ouais. Que et le marchait, flaming était par rapport justement au Sacré-Cœur, de toute façon. Ouais. Donc, c'est parce que là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, ça faisait référence. Oui, puis ça fait bouclier ardent. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui marchent, en fait, qui sont devenus une évidence aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait une réflexion, mais pas forcément qu'on avait intellectualisé. Ouais, on l'avait pas forcément intellectualisé, c'était plus de l'ordre de l'intuitif en fait. De l'instinct. Mais il y avait quand même, de toute façon, dès le départ, quand vous avez fait commencé à monter ce label, une envie et une direction qui était déjà très, très affirmée dans bien votre sûr, esprit. Bien sûr. Tu la décrirais comment est-ce que tu définis maintenant avec le recul des 13 ans? Aujourd'hui, on te dit juste, définis-moi le label 619. Comment tu le fais? C'est plus compliqué qu'au début, je trouve. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on était très urbain, tu vois. Et là, de petit à petit, on commence à faire du western, on commence à faire de la SF. J'ai envie de dire... Parce que même ce côté sortir des sentiers battus, c'était vrai en 2006. C'est pas que ça l'est plus aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement qui nous ont suivis que c'est plus tant sorti des sentiers battus que ça par le format et tout. Même si des fois, on essaye aussi un petit peu de proposer de nouvelles choses comme les formats en fascicules, etc.
Mais ouais, je dirais que c'est un état d'esprit qui est assez peu finalement. En plus, moi, je suis très mal placé vu que je suis en plein dedans. Je suis très mal placé pour en parler. Mais c'est un état d'esprit qui est assez particulier et qui. Ouais, Ça se construit de lui-même au final, parce qu'on a des fois des titres super différents, même Commando Culotte. Ouais, c'est vrai. Hein. Ou Voilà. Siguiche, ouais, c'est des Ou titres Siguiche, qui sont passés un peu sous les radars, mais qui sont importants pour nous. Bah oui, et étrangement, il y a une alchimie, en tout cas, ça se fait petit à petit. Ça devient une Parle pas avec identité. tes mains parce que. Je sais, ça va être compliqué. Mais Le truc, c'est que malgré cette proposition qui s'est variée, qui s'est diversifiée au fil des années, et je pense que même revenir juste sur l'exemple aussi de l'anthologie Doggy Bugs permet d'aborder là-dessus le fait qu'il faut une cohérence graphique dessus. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'un titre 619 vient de là, sans pour autant qu'il y ait une forme de gimmick en fait, ou genre une sorte de cliché en disant ah oui, ça c'est bon, on reconnaît tout de suite, c'est 619. Alors comment vous avez mêlé cet équilibre en fait, qui est d'avoir quelque chose de reconnaissable sans que ça devienne juste du gimmick et que ça perde un peu de sa force. Parce qu'on ne le pense pas comme ça. On a une possibilité de faire un beau livre, ou même sur Doggy, de travailler sur une anthologie, et tu as envie de donner tout ce que tu peux pour avoir un résultat qui soit cool, qui fonctionne. Et en gros, ce qui a le petit dénominateur commun, ça serait de sortir les livres qu'on a envie d'acheter et qu'on prendrait dans notre bibliothèque. Que ce soit un artbook, on a sorti quelques artbooks qui sont vraiment beaux. Hein. Los Tigres del Ring sur la Lucha Libre ou LA Kings, Custom. Enfin, donc voilà, c'est vraiment des livres que si je vais dans n'importe quelle librairie, je tombe dessus, je me dis je l'achète parce que j'ai envie de l'avoir, de pouvoir le relire parce que ça va m'intéresser. Et j'ai l'impression qu'on a toujours de base essayé de faire les livres les plus intéressants, les plus beaux, qu'il y ait de la forme et le fond, parce que c'est ce qu'on. Ouais, là, c'est ce que je disais, la cohérence se fait déjà d'après nos propres goûts et aussi d'après le choix des livres qui intègrent la collection. Donc déjà, ça crée déjà une première cohérence, même si elle est parfois un petit peu, tu vois, pas toujours évidente pour les gens. Et puis ensuite, la cohérence se fait aussi par le fait que, comme c'est Yuck qui bosse sur l'aspect créatif, que ce soit au niveau des logos et tout, c'est la deuxième. Moi, je vois par exemple, il y a beaucoup de maisons d'édition qui essayent de créer des collections, mais tu te dis, mais c'est quoi le rapport entre ce titre-là et ce titre-là? Même si vous la mettez dans la même collection, c'est pas évident déjà. Je pense que c'est lié beaucoup à ça. Je pense aussi, peut-être aussi qu'on a des goûts très prononcés. Et puis petit à petit, ça a presque créé, je dirais, parfois je dis on a créé notre propre écrin dans le sens où à partir du moment où il y a des projets de ce type-là qui sortent, ça fait un appel d'air pour tous les gens qui se disent mais c'est excellent, ça je veux en faire partie. En général, s'ils reconnaissent une qualité à ce qu'on fait, c'est que du coup, nous, en face, on est plus susceptible aussi d'apprécier vu que ça veut dire que de toute façon, il y a des goûts communs qui se retrouvent. Donc ouais, c'est une collection qui s'alimente presque d'elle-même et qui ouais, parce que en fait, quand tu regardes bien, c'est quoi le dénominateur commun entre Freak Quill et Carbone et Silicium? Tu vois, c'est pas évident en vérité. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un ton, il y a aussi peut-être une façon d'appréhender l'art graphique qui est très métissée aussi. Tu vois, on n'est pas dans le gros nez, on n'est pas dans le franco-belge pur, on n'est pas dans le manga pur, on n'est pas dans le comics pur, on est un petit peu. C'est tout ça aussi qui crée. Le choix des bouquins, c'est le travail de Yuck, c'est le métissage et les goûts qu'on a tous en commun. Mais quand je dis tous en commun, c'est pas que nous, c'est aussi tous les auteurs qui nous rejoignent. Et on se retrouve dans une espèce comme ça, j'ai envie de dire presque de safe place culturel quelque part où tu vois, on se comprend les uns les autres et on sait très bien intuitivement comment bosser le titre, quel logo collerait bien à ce titre en particulier, etc. C'est vrai que c'est devenu intuitif pour vous maintenant, mais au départ, et notamment quand tu as dû recruter, quand vous avez monté la collection, mais que tu as dû recruter aussi les premiers auteurs que tu voulais publier, tu étais aussi confiant, aussi sûr de ce que tu voulais, ou tu as un peu hésité Non, toujours. On a toujours. En fait, en gros, c'est comme il dit Yuck, on faisait les. Moi, je choisissais les bouquins que je voulais avoir dans ma bibliothèque. En fait, c'est ça le truc. Et il n'y a jamais eu de volonté forcément de se dire
on va être les meilleurs ou on va durer dans le temps ou quoi. Tu sais, c'était juste, bon, bah, on y va, on fait. Florent Maudou, par exemple, quand il est arrivé chez Ankama, qu'il avait présenté son projet à Tot, c'est lui-même, il a dit moi, je veux faire partie du label 619 parce que je me retrouve. On avait discuté plusieurs fois de trucs, genre de nanar, on se marrait bien, et d'un coup, il s'est dit moi, c'est avec vous que je vais être, mais le vous ne voulait rien dire, vu qu'il était déjà. Enfin, tu vois, et le vous, c'était un logo sur sa couve, en fait. Ouais, je dirais, c'est un état d'esprit qui est difficilement définissable, qui passe par la pop culture, qui passe par des références communes, etc., quoi. Alors, concernant Doggy Bag, est-ce que tu peux un peu revenir juste sur la genèse du projet aussi, puisque une anthologie de récits d'horreur, d'exploitation, c'était pas non plus forcément ce qu'on trouvait de façon. Enfin, on ne retrouvait pas beaucoup dans le milieu il y a 10 ans, et on n'en retrouve pas non plus énormément non plus encore aujourd'hui. C'était quoi l'idée derrière? Tu veux la légende ou la vérité? Ah, la vérité. Les Français veulent la vérité. Aussi. J'étais au sommet du mont Olivier, tu vois. Non, la vérité, c'est que j'étais au Comic-Con San Diego. Je me promène dans les allées. Je vois une maison d'édition obscure qui ressort les EC Comics, Tales from the Crypts, etc. Je dis putain, excellent. Moi, ces covers-là, je les connaissais que d'internet. J'en avais jamais vu en vrai. Bon, c'était pas des vrais, c'était des rééditions, mais. Et puis très vite, je me dis, mais pourquoi on fait pas ça en France? C'est vraiment truc basique. Et je sais que Blacky, il était déjà passé chez Ankama et tout. Puis je me disais, putain, ce serait excellent si on faisait ça avec Blacky, c'est Guillaume Singelin. Avec Blacky, avec Florent. Et c'est tout, je ferme le truc. Et le soir, j'y pensais. Le lendemain, j'y repensais. Et puis ça commençait vraiment à envahir tout mon cerveau. Et quand je suis rentré en France, direct, j'ai appelé Blacky, j'ai appelé Florent. J'ai dit, putain, je reviens des US. Là, j'ai revu les rééditions des vieux trucs des années 50 avec des histoires courtes. Ce serait trop bien qu'on fasse ça. Ouais, c'est arrivé comme ça, en fait. Et puis, c'est tout. Et puis, Blacky, il devait faire un stage pour son école. Donc, j'ai dit, bah, viens. L'objet du stage, on a dit, bah, tu fais une BD. Donc, voilà, pendant son stage, il a fait une BD. Florent, lui, c'est une machine. Hein, donc, il dit, ouais, vas-y, je te fais ça en un mois, pas de problème. Et puis moi, je me suis dit, bah tiens, ça me sortira un petit peu de Out of Cast. Je vais écrire un truc un peu plus sombre, un peu plus, on va dire, réaliste, creepy, machin. Et puis, à l'époque, on ne savait pas du tout que ça allait durer autant de temps, quoi, si tu veux. On a dit, on tente. Pour te dire, à l'époque, bon, il y a eu beaucoup de turnover en Ankama, donc notre N+1, c'était jamais le même, mais celui de l'époque, il n'était pas chaud pour faire Doggy Bags, par exemple. Il disait, non, mais les collectifs, ça marche pas. Je dis, mais non, c'est pas un collectif. C'est un concept nouveau, quoi. Tu vois, c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est il y a vraiment une direction et on va encore une fois la cohérence, tu vois. Et ce qui fait que bon, pour la petite histoire, personne s'est fait payer pour faire la BD. On s'est dit bah on l'a fait entre guillemets gratos, puis on se récupérera sur les droits d'auteur. Mais en fait, on a tellement mal calculé qu'on s'est juste pas récupéré du tout. mais bon. Tout ça pour dire que l'envie était plus forte. Et moi, je me suis dit, c'est pour ça qu'il y a eu 1 an entre le 1 et le 2. C'est-à-dire que normalement, quand tu lances une série, tu démarres le 1, puis tout de suite, tu commences à penser au 2, au 3. Mais là, il fallait d'abord prouver que le 1 allait fonctionner. Et pour prouver que le 1 fonctionne, bah, il faut déjà 6 mois. Et puis après, le temps de relancer, de retrouver de nouveaux auteurs et de relancer la machine, bon, bah, il te faut un peu plus de temps. Donc c'est pour ça que entre le 1 et le 2, il y a eu 1 an. En vérité, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Et le nom de Doggy Bags était déjà fixé dès le départ? Oh là là, non. Non, on est tous. Alors, la vérité, encore une fois, ou la légende? Oh, on part sur la vérité une nouvelle fois. On se galérait sur les noms. On avait des noms avec Yuck et tout, mais on n'en était pas satisfait. Que vous avez cherché ensemble alors? Ouais, on creusait le truc. À un moment donné, on était tombé sur Triple Thrills. Oh, c'était nul quand même. Après, c'était sueur froide, tu vois. On se dit, ah, vas-y. Ça... roman de gare un peu. Ouais, tu sais, il fallait que ça évoque en même temps. Bon. Et puis, un jour où il y avait Blacky et Florent, justement, qui étaient là, on était là en train de se faire un brainstorming. Ça sortait pas, il n'y avait rien qui sortait. Il y avait juste Triple Thrills qui allait peut-être rester. Oui, ça n'aurait pas été fou, mais on s'est dit, bon, vas-y, peut-être ça, à défaut d'autre chose. On va au Subway de Roubaix, on mange et tout. Puis d'un coup, Florent... du coup, je veux bien la légende, en fait, parce qu'on n'est plus dans le sexy. Et d'un coup, Florent, il fait « Oh, mais je vais être en retard à mon train et tout !» Je lui ai demandé un Doggy Bags. Voilà comment ça arrive. Répète ce mot, tu vois, un Doggy Bags.
Un Doggy Bags. Un Doggy Bags, c'est bien ça, Doggy Bags et tout. Ça faisait penser à Body Bags. Ouais, ça faisait penser à Body Bags, ça faisait penser à Doggy Style, ça faisait penser à des restes que tu ramènes chez toi. Enfin, ça faisait penser à des cadavres en décomposition. Il y a plein d'images très sales qui sont arrivées dans votre tête. Exactement. À ce moment-là. On a dit, et on est sorti de ce bout, on a dit ça s'appellera Doggy Bags. Voilà comment ça est arrivé. Bingo. Et alors, comment, maintenant, sur un total de 17 numéros, on maintient la cohérence graphique? C'est quelque chose, en fait, que vous avez réussi à définir dès les premiers numéros, qu'ensuite, tu n'as pas de mal à réappliquer? Ou j'imagine que tu essaies aussi de t'amuser, de réinventer les choses en fonction des numéros, des thématiques qui sont présentes. Oui, après, c'est comme tout. Il y a des moments, il y a des nouvelles histoires et tu peux dire, ah tiens, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça, c'est peut-être pas ce que je préfère. Puis après, tu commences parce qu'il y a des nouveaux auteurs, du coup, il y a le fait de rentrer dans leur univers, de ne pas bouger le micro. Et les choses se font, quoi. En gros, tu essaies de prendre ce qui va faire. Comment tu décris un peu ton processus artistique là-dessus, sur cette anthologie? Lire en gros, ça vient quand même tout seul. Enfin, ça vient tout seul. Ouais, mais pour toi, c'est intuitif, mais pour nous, ça ne l'est pas. Parce que nous, on a juste le résultat fini, on ne sait pas comment c'est arrivé. Il faut déjà rentrer dans l'histoire, avoir la toute dernière version, parce que ça peut bouger beaucoup. En fait, t'es tyrannique, tu obliges les gens à modifier leurs histoires et tout. Non. Bah, ça peut arriver, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a déjà le choix des histoires, mais des fois, c'est pas forcément un choix, des fois, c'est même de la commande. C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé de commander une histoire à un scénariste en disant, faut que ça commence plus ou moins comme ça se termine plus ou moins comme ça, entre deux, il faut qu'il se passe ça. El Diablo, par exemple, c'est ça. Voilà, et eux, ils bossent. Et pendant ce temps-là, Yuck, lui, il sait qu'il va y avoir un prochain Doggy Bags qui va arriver, et ça va parler de ci, ça va parler de ça, ça va parler de ça. Lui, pour tout ce qui est fausse pub et tout, il s'inspire des histoires qu'il a sous le nez. Et moi, entre-temps, en parallèle, je rédige des articles en fonction aussi de ce que je me dis qui pourrait être intéressant par rapport aux histoires en question. C'est un peu... En fait, c'est assez organique, quoi. Ouais. Et lui, après, il a sa patte graphique qui est la sienne. De la même manière que moi, des fois, on me dit « Comment tu as trouvé ton style sur Moutafka ?» Je dis « Mais j'ai pas trouvé un style, j'ai fait ce que j'ai pu. » tu vois. Ouais, t'as dessiné. Bah ouais. Et lui, il a son style, il a sa patte. Donc, la patte Doggy Bags et sa mise en page, voilà, si tu veux, on se dit pas, on va faire ça pour. Oui. Il n'y a pas de formule spéciale. On va juste. En gros, on a plein de références pop aussi, de films, de vieux films old school, d'horreur, en plus des comics d'horreur des années 50, 60, 70. Du coup, on a emmagasiné quand même beaucoup de choses qu'on aime. Et ce qu'on a envie de faire, c'est des choses qu'on aime. C'est-à-dire se dire, ah, j'ai toujours voulu faire un petit logo bien vénère, mais avec un truc organique à l'intérieur. J'ai pas encore pu le faire. Là, c'est cool, cette histoire, c'est pile poil ce qui va me permettre de le faire. Et si tu marches par envie et par rapport à... Tu dis, ça fait 1 an que j'ai envie de placer un logo ou en tout cas une petite illustration avec tel thème. Et ça rentre très bien avec cette histoire. C'est un petit plus. Ça te permet de te remettre un peu de chair autour des os et tout. Et c'est cool. Et tu le construis comme ça. Après, pour les fausses pubs et tout, en général, c'est bien, c'est d'avoir... la BD complètement terminée, parce que ça permet de faire en sorte de ne pas spoiler, de ne pas faire des choses qui seraient trop basiques, et puis d'avoir des petits clins d'œil, que si tu as bien lu la BD, tu peux dire, ah ouais, c'est vrai, tiens, derrière, au fond du truc, il y avait ce petit truc, et là, ils en font une petite pub, ou alors tu utilises la pub pour emmener les gens vers un faux... ils disent, ah ben oui, j'ai compris, il y a cette pub-là parce que ça va être ça, mais en fait, non, ça ne l'est pas, et ça te permet de tricher un peu, et puis de t'amuser aussi avec le lecteur pour qu'ils disent, ah, non, c'est pas ça. Oui, ça marche. C'est vrai que pour ceux qui lisent Doggy Bags dans l'ordre, ça marche très bien. Ceux qui lisent les articles à la toute fin, bon, ça sert à rien. Mais c'est vrai que des fois, on essaye d'orienter le lecteur vers un twist qui n'est pas le vrai twist, tu vois, de manière à ce que le lecteur, s'il lit vraiment les articles dans l'ordre, il se dit, ah ouais, d'accord, oh, je vois à peu près où est-ce que ça me mène. En fait, non, on lui fait un petit coup, une petite feinte par rapport au vrai twist. Mais après, c'est vrai que ce soit Yuck ou moi, limite, ça passe pas toujours par le verbal. J'ai l'impression qu'on est tellement... c'est si tu veux, c'est des images. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. C'est-à-dire que pour nous, c'est évident. On va voir... Bon, je dis n'importe quoi, mais The Grossery, très vite, quand on a vu
moi, quand j'ai choisi Grosserie, quand Blacky est venu nous le présenter et quand on s'est dit tout de suite, OK, qu'est-ce qu'on fait comme logo? Mais intuitivement, sans qu'on s'en parle, on savait que c'était un logo type équipe de baseball. Ouais, Tu vois? américaine. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vu, ça vous a immédiatement rappelé ça. Ouais, et mais que les deux, ça, si tu ça veux. s'inscrit, ouais, c'est ça. Si tu veux les deux, c'est-à-dire c'est pas il y en a un qui croit ça et l'autre qui est pas à fond. C'est direct. Je sais même pas comment on a commencé à en parler et puis c'était ça en fait. Donc c'est aussi pour ça que je suis allé chercher Yuck pour 619, c'est que ça faisait déjà quasi 10 ans que je travaillais avec avant. Là maintenant ça fait un peu plus de 20 ans, mais c'est terrible. Olivier Jalabert, il avait bossé chez C'est pas si terrible, hein, c'est que 20 ans. Non, ce qui est terrible, c'est que Olivier Jalabert, il comprenait pas. Par exemple, il a bossé 2 ans chez Ankama. Il disait attends, pour se foutre de notre gueule, il disait il y en a un qui commence sa phrase, l'autre il a fini. Si tu veux, des fois, il avait même l'impression qu'on s'était monté le bourrichon sur un sujet. En fait, c'est juste non. C'est que il en parlait à moi, je lui disais ah. Ensuite, il allait en parler. Il était pas très content, donc il allait en parler à Yuck. Puis Yuck, il disait ah aussi. Il disait c'est pas vrai, vous en êtes parlé. Mais non, on s'en parlait même pas. C'est juste. C'est des visions, tu vois, ça match ou ça match pas avec les gens. Et puis là, c'est vrai qu'avec eux, même si on n'a pas 100% la même culture, mais on se retrouve de manière instinctive. Et encore une fois, ces trucs-là, on s'est jamais dit, on n'a pas fait un brainstorming, genre, alors, Grosserie, on tenterait pas une équipe de ci, un machin de ça. Non, c'était tout de suite, en fait. Tu vois. C'était super rapide. Donc il dit que ça a été super rapide, qu'il a retrouvé là dans la fin décembre. Ouais, le micro. Merci. J'oublie. Ouais, mais Non, c'est mais ça, oui, c'est ça pour beaucoup de choses, en fait. Quand même. Donc, c'est ce qui fait que c'est cool aussi. Et puis, ça nous permet de. Et alors comment vous la voyez aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours une anthologie qui permet de faire des à côté pour les auteurs déjà bien installés chez vous, ou est-ce que c'est plutôt une anthologie maintenant qui doit servir à faire découvrir les nouveaux talents du label 619 de demain? Ça a toujours été les deux. Hein. Ça a toujours été les deux. Bon, puis là, c'est le tome 17, il termine tout. Donc, oui, on allait y venir. Il y a une question qui arrive. Mais oui, ça a toujours été les deux. Et d'ailleurs, on clôture ce 17. Bon, moi, je t'avoue que pendant que je bossais sur ce tome-là, je savais pas que ça serait le dernier. Tu vois, parce que si on avait su à l'avance que c'était le dernier, on aurait peut-être fait les choses de manière différente. Là, à un moment donné, il fallait que j'écrive l'édito, donc je me suis dit, c'est le dernier, je crois, tu vois. Mais pour plein de raisons. Mais si tu veux, je trouvais ça cool quand même de se dire, c'est marrant parce que sur le dernier, nous, sur le premier, on était des inconnus. Et puis, on a lancé ça. Aujourd'hui, on est un peu plus reconnus, on a plus de bouteilles. Et puis, on va lancer 3 inconnus, entre guillemets. Enfin, des inconnus, non, parce qu'ils ont leurs followers sur les réseaux sociaux, etc. Et puis Nico a déjà sorti un album chez vous, du coup. Nico, oui, mais je veux dire, en tout cas, moi, j'avais sorti Moutafoukaz aussi. Mais je veux dire, globalement, en tout cas, Oui, globalement, c'est pas toi ou Bablé qui signe les histoires. C'est ça. Et chacun, ce qui est drôle, c'est que chacun, Mathieu Bablé a encadré Nico. Moi, j'ai encadré Diego et Petit Rapace, et Florent a encadré Alain Deva. Donc, tu vois, donc les mentors qui passent le relais. Un petit peu. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Okay. Mais alors, du coup, il y avait une question notamment qui a été posée sur les réseaux sociaux que tout le monde se pose. Doggy Bags est-il vraiment fini? Point d'interrogation. Alors, Doggy Bags, hein. Épelle, Doggy Bags? D-O-G-Y-B-A-G-S. Ouais, ça c'est fini. C'est fini. Mais, parce que mais tu disais que l'esprit n'était pas vraiment mort dans ton édito, donc on imagine que tu as quand même des envies de reproduire ce genre de choses, quoi. Ouais. Grosso modo. Il y a aussi une autre question. Va-t-il y avoir une nouvelle bande dessinée sur El Diablo? Qui a posé cette question? Quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ah non, je ne dénonce pas. C'est pas prévu. Alors encore une fois, de la même manière, en fait, moi je réfléchis aussi aux choses. Enfin comment? Il y a jamais de plan, si tu veux. C'est-à-dire que d'un coup, Mouta 86, c'est arrivé, si tu veux, sur une partie de Red Dead Redemption 2, quoi. Ouais. On a compris avec le Subway, avec Red Dead Redemption 2, effectivement. Les choses viennent en fait. Et je pourrais jamais te dire c'est fini. Enfin, là, Doggy Bag, je peux te le dire, hein, parce qu'il y a des choses qui font que juridiquement, on sait que c'est fini. Okay. Maintenant, sur des choses comme El Diablo, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais moi, demain, tu vois,
Demain, Nayef, il me dit, vas-y, j'ai envie d'embrayer sur un suivant. Je dis, on y va. Ou un nouvel auteur, tu vois, qui a envie, il dit, putain, j'imagine bien un truc sur ce personnage-là. Et puis que Nayef, il me dit, vas-y, tu peux passer le flambeau à ce mec-là. On y va. Tu vois, pareil sur l'Obaloka, la fois dernière, je sais plus qui me disait, j'imagine bien. Alors, on va pas faire ça tout le temps, mais il me disait, je verrais trop bien l'Obaloka au Japon médiéval. Bah, c'était toi, hein, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est moi. C'est vrai. Ça me fait bien t'en souvenir. Bah, je me dis, je crois que j'ai vu 2 personnes en 2 mois, et en fait, c'était toujours toi. C'est marrant. C'est ça. Hein. Et tu vois, non, c'est pas prévu, mais des fois, j'ai envie de dire, m'en parle pas trop, parce qu'à partir du moment où je vais commencer à avoir des images mentales, c'est déjà trop tard presque. Donc ouais, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de plan, en fait. Très bien. Est-ce que des gens dans l'assistance veulent poser des questions aussi? Profitez-en, vu que vous êtes là. Vas-y. Oui. Alors, jamais à la poubelle. Donc, une histoire dessinée par Ours. Ouais, alors c'est scénarisée par toi, qui était au programme. Oui, alors en fait, c'est parce qu'on a fait des réunions de travail pendant le confinement, si tu veux. C'était tellement particulier l'ambiance que j'ai décidé de mettre en public des réunions de travail que je fais habituellement avec mes auteurs. Et là, sans leur demander leur avis en plus. Si. et là, évidemment, il y a des. Si tu as suivi, effectivement, il y avait une réunion de travail avec Rours, il y avait une réunion de travail aussi avec Florent Modou. Il y avait quelques réunions de travail comme ça. Forcément, les gens se disent, si Doggy Bags est terminé, quid de l'histoire en question? Parce qu'effectivement, c'était une histoire pour Doggy Bags. Ça fait partie du mystère. Mais ça ne sera pas à la poubelle. Une autre question. Oui, en fait, c'est juste que pour capter le son, si tu veux juste la poser dans le micro. Et passer par du financement par Ulule, par exemple, ouais. Pour sortir des bouquins, c'est peut-être pas plus facile pour pas forcément continuer Doggy Bags, mais continuer quelque chose. C'est un registre différent. C'est-à-dire que nous, Label 619, c'est un label, c'est une collection qui est autonome, même si on bosse en partenariat avec Ankama. Ça n'a jamais été un problème d'argent. C'est-à-dire que moi, chez Ankama, on a toujours eu carte blanche sur tout. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. C'est pas ce registre-là qui pose problème, en l'occurrence pour Doggy Bags. Maintenant, un Ulule ou un crowdfunding quelconque, il faut s'en occuper. C'est un travail colossal. C'est pas juste de l'argent c'est pas juste tu mets, on veut faire une BD puis l'argent tombe et puis la BD se fait. Il faut s'en occuper et tout. Et c'est clairement pas mon job. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de faire le community manager à plein temps, quoi. Déjà, je m'occupe de tous les réseaux sociaux de 619. C'est déjà chaud. Mais encore plus. Et du shop et des auteurs à suivre et de ma BD. Oui, tu fais de la BD aussi. Ouais, oui, mais c'est quoi, je l'oublie. Des fois, je te jure que j'oublie. Mais ça serait pas gérable, en fait. J'arriverai pas. Et encore une fois, chez Ankama, ça n'a jamais été un problème de financement des projets. Donc. C'est un éditeur qui fait des comics. Mais ils font une sortie tous les combien? C'est tous les mois, c'est vrai, mais après, c'est des campagnes de. Donc, on parle de Bliss Edition qui fait des campagnes de financement participatif qui sont faites des campagnes de précommande. C'est-à-dire que les bouquins vont sortir quoi qu'ils soient, mais ils proposent en fait souvent d'avoir une couverture variante exclusive par Ulule et des goodies et de façon avant. C'est un job. Mais c'est un job, je sais pas comment il fait. C'est un job, moi je préfère. Parce que c'est tous les mois, ça en continue, il y en a toujours une tous les mois. C'est ça. Et c'est des adaptations en plus. Oui, par contre, c'est de l'achat. C'est pas de la créa. Non, c'est pas de la créa, par contre. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se permettre. C'est ça, parce que la créa, ça demande un travail d'accompagnement assez colossal, surtout quand tu travailles avec des jeunes auteurs. Et il y a une chose qui est pas toujours évidente pour le public, c'est même un très bon dessinateur, un très bon illustrateur n'est pas forcément un bon auteur de BD. La narration, c'est technique, en fait. Des fois, il y a des choses... L'illustre, tu dis, putain, le mec, il défonce, et puis d'un coup, tu vois sa planche, tu fais, mais attends, il y a un souci. Raconter une histoire, c'est pas faire une belle illusion. C'est pas l'un est meilleur que l'autre. Hein. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Par exemple, sur la narration d'une BD, il faut que ton regard comprenne tout ce qui se passe. Tu vois, c'est pas comme une illusion où tu peux être généreux, ça peut fourmiller de détails, etc. Dans une BD, alors certes, ceux qui veulent s'attarder, ils peuvent le faire, mais il faut aussi que tu comprennes l'action et surtout qu'il n'y ait pas de faux raccords ou que ça soit intéressant.
qu'il y ait des enjeux aux bons endroits, même dans la façon de mettre les bulles, etc. Et ça, si tu veux, le mec qui fait Blitz, l'éditeur, c'est ça, Blitz Édition. Ouais. Blitz Édition, l'éditeur, il n'a pas ces questions-là à se poser. Il ne fait pas d'accompagnement. Lui, c'est juste de la BD. Il y a quelqu'un qui a déjà fait le job. Et lui, ce qu'il veut, c'est ramener ce taf-là en France. Et puis, il a besoin d'argent. Et puis, voilà, il propose ça. Donc, il peut se concentrer full crowdfunding. Moi, je ne pourrais pas, quoi. Je pourrais juste pas. Une question quand même qui me vient, parce que là, on fait cette conférence, cette émission pour une exposition collective du label 119, donc à la Galerie Acheter de l'Art. En 13 ans, vous aviez jamais fait d'expo collective, en fait? On a fait à Lille. On a fait des expos dans le oui, mince. Donc, ouais, Mike. Ouais, check the mic. On en a fait à l'Aéronef autour de Nanarland. On avait fait ouais. Et autour de Doggy Bags aussi. On avait des planches qui avaient été avec Céline Tran qui mixait, ouais. Quand on dit autour de Nanarland, c'est pas des planches de BD autour de Nanarland, c'est qu'il y avait un événement Nanarland et on en a profité pour faire une petite expo. Oui. Mais c'était pas dans une galerie. Tu vois, c'était dans une salle de concert. Parce que là, du coup, vous êtes organisé comment pour savoir quelle planche vous vouliez exposer? Alors là, c'est Mathieu qui a tout géré avec Ludo. Ouais. D'accord. Moi, j'ai juste fait des photos de mes planches en disant s'il y en a que parmi celles-là qui vous intéressent à exposer ou quoi. Mais j'ai quand même l'impression d'être le maillon faible de cette expo. Donc, ouais, on a de la vexation en direct. Donc, non, mais ça, c'est mon quotidien. Donc, je suis habitué. Mais c'est aussi pour ça que j'ai créé le label 619. Hein. C'est pour m'entourer des meilleurs. Comme ça, moi, je peux être moins bon, mais il y a les meilleurs devant moi. Donc, ouais, non, j'ai rien géré de l'expo. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Ouais, Stéphane? Merci. Alors, je voulais savoir comment les auteurs rejoignent le label 619. Est-ce que c'est le label qui va avoir des projets déjà tout prêts et vous allez chercher les auteurs, ou c'est plus des auteurs qui vont essayer de postuler, entre guillemets, candidater pour vous? Alors, comme tu as pu voir dans l'interview, on n'a pas de... Là, quand je dis on n'a pas de plan, même là, on n'a pas de plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... tu vois, il n'y a pas de... C'est vraiment... Même là, c'est organique. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'arrive, je regarde sur Instagram, je dis, il est bon, lui. Je vais sur son truc, je regarde, je dis, ça pourrait marcher. Et puis, je vais le contacter. Des fois, le mec, il dit... Moi, ça m'est arrivé qu'il y a des mecs qui me disent, bah non, je suis encore étudiant, ça ne m'intéresse pas, ou bien je fais autre chose. Et puis, il y a des gens qui disent, ouais, je veux bien tenter, mais j'ai pas de scénar. Donc, dans ce cas-là, je me dis, bah écoute... Dès que je peux, je te fais un scénar. Et puis, à contrario, il y a des fois aussi des gens qui envoient des projets. Là, ça arrivait récemment, un mec qui a envoyé un projet à Mathieu. Parce que maintenant, je veux dire, pendant 13 ans, j'ai dirigé le label 619. Maintenant, je co-dirige le label 619 avec Guillaume Saint-Gelin, Mathieu Babelet et Florent Moudou. Donc, il y a 4 portes d'entrée plutôt qu'une maintenant. Et là, en l'occurrence, il y a un auteur récemment qui a envoyé un projet à Mathieu Babelet parce qu'il se sentait proche de son univers. Et puis, on a fait une réunion. Mathieu nous en a parlé, nous a montré les planches et tout. On a dit, vas-y, on est à fond. On trouvait ça super. Et puis, du coup, c'est Mathieu qui va le gérer. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Il n'y a pas de protocole, en fait, si tu veux. Puis, j'imagine de ton côté, c'est pas compliqué de t'adapter aux sensibilités du coup de 4 personnes. C'est toujours aussi organique pour toi alors? On travaillait ensemble avant, du coup ça change absolument rien. Il n'y a rien qui a changé en fait. Non, donc selon les projets, si Mathieu ramène un projet, de toute façon après je serai en contact avec l'auteur et puis on va faire en sorte d'avoir la meilleure... Et tu sens que toi-même, tu peux arriver à avoir, avant que forcément l'un des 4 ramène la chose, si tu regardes un projet, tu sais te dire directement ça sera peut-être plus un truc qui plaira à Mathieu ou à Florent ou à Ren. Est-ce que tu arrives à déterminer quand tu vois une bande dessinée si ça va plaire, si tu sens qu'il y a une sensibilité qui sera plus du côté de... C'est-à-dire si je vois un projet avant qu'il par exemple, là, je te montre une BD et tu dis directement, ça, je pense que ça ira plus chez Mathieu ou plus chez Florent. Je connais leur goût. Après, je dirais pas que je vais savoir exactement vers quoi ils vont aller. Je travaille depuis assez longtemps avec Run pour plus ou moins savoir comment. Il y a quand même des surprises. Il est plus dur que moi, des fois. Il y a des projets sur lesquels, des fois, je dis, je le sens bien, le mec et tout. Et que toi, tu le fais, c'est vrai. Je suis pas à fond. C'est déjà arrivé.
Non, mais c'est vrai, à fond. Oui. Et des fois, je me dis, il fallait aller au-delà et voir ce qui était là. Moi, étant passé par là, comme je peux le constater encore derrière, je vois, entre guillemets, le potentiel du mec. C'est-à-dire que même si c'est pas encore forcément éditable tout de suite, mais je sens que si on travaille un peu ensemble, je vois un peu ses faiblesses, j'ai peut-être eu les mêmes, etc. Donc je sais comment l'amener vers quelque chose. Mais c'est du travail. C'est vrai que c'est du travail. Ouais. Et puis des fois aussi, la question que tu posais, c'est que, bon, par exemple, Diego qui a signé une histoire dans Doggy Bags 17, c'était mon stagiaire. C'est un stagiaire qui est venu, que j'avais rencontré aux Utopiales de Nantes. Il m'avait dit, je cherche un stage et tout. Je dis, viens, si t'es chaud pour venir sur Roubaix, tu viens. Maintenant, on peut plus faire ça parce qu'on n'a plus d'endroit, voilà. Mais et puis voilà. Et puis ensuite, il a passé quelques mois avec nous. Puis lui, elle m'a dit, moi, je voudrais écrire des trucs, je voudrais écrire des BD et tout. Je dis, vas-y, t'es avec nous, fais-le, tu vois. Et puis, mais c'était pas genre, fais-le. Et puis ensuite, si c'est pas bon, je te dis non. C'est fais-le, commence. Et si je vois que t'es motivé, t'inquiète, on va affiner ensemble, tu vois. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Son histoire de Diego, bon voilà, il a sorti le pitch. Il y avait des choses à retravailler. Des fois, je me dis, ta fin, elle n'est pas ouf. Et puis, j'en parle avec lui, j'explique pourquoi c'est pas ouf, pourquoi ces personnages, ils doivent faire ci, ça. Et il comprend, et il avance, et il évolue. Puis son histoire, finalement, il a fini par la faire. Donc, mais ça s'est fait en presque en un an, je veux dire, un truc comme ça. Mais je me suis dit, il veut le faire, tu vois. Voilà. Donc, mais c'est rare quand tu reçois un truc et que tu dis direct, vas-y, c'est imprimable, éditable, tout de suite. C'est loin d'être. Par Florent Moudou et Mathieu. Bablé. Mais même sur La Belle Mort, il y avait eu un peu de travail. C'était sa première BD, effectivement. Mais bon, tout était déjà. C'est très rare, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question encore pour. Oui. Depuis tout à l'heure, on parle de la success story du label. Est-ce qu'il y a déjà eu des véritables échecs et comment vous les avez gérés? Les échecs. On les a fait disparaître, on n'en parlera pas. Donc il dit, d'ailleurs, il veut tellement pas en parler, Yoc, il l'a dit hors micro. Après, il y a des échecs commerciaux qui, pour moi, sont. Bon, par exemple, Siguiche, les maîtres du jeu, pour moi, c'est un projet qu'on avait récupéré parce qu'il était à la dérive un peu chez Ankama et moi, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai lu. Il n'a pas marché, je sais pourquoi, parce que peut-être qu'on n'était pas le bon écran pour ce projet par rapport à l'image qu'on envoie habituellement. Mais pour moi, c'est juste une BD qui est géniale. Donc, ça n'a pas marché, mais pour moi, c'est loin d'être un échec. Parce que si tu veux, c'est une BD. Des fois, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent des gens pour l'adapter en film, tu vois, en film français, tu vois, en plus. Donc, est-ce qu'on a des échecs vraiment, je veux dire, commerciaux? En fait, tu parlais d'échecs commerciaux ou juste des projets qu'avec le recul, tu dis... ouais. On les sort pas. Je vais te dire un truc, on les sort pas. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois en 13 ans. On a payé les auteurs et tout. On a dit, bon, écoutez, en fait, c'était pas ce qui était prévu à la base. Pour X raisons, hein. Des fois, c'est juste que c'était pas au niveau, ou le mec, il a torché, ou le mec, d'un coup, il a trouvé un job chez Disney. Il dit, ouais, le tome 2, je ferai dans 3 ans. Ouais, mais non. Ouais. Non. Donc, bon, voilà, c'est arrivé 3 fois. Quand c'est comme ça, on sort pas les projets. Je veux dire, si on n'est pas satisfait ou content du projet, on le sort tout simplement pas, en fait. Très bien. Mais on paye les gens. Et on leur dit, tu peux aller présenter à notre éditeur, évidemment. J'allais dire, à l'inverse de Disney, qui parfois paye pas les gens. Ils adaptent les travaux, donc c'est bien. Et eux, des fois, ils payent et ils sortent pas les trucs. Juste pour pas que tu ailles chez le... Oui, c'est vrai, également. Oui, il y a une dernière question. Merci. Tu veux pas juste la poser dans le micro? Où? Donc la question c'est, en 2 mots, les 13 prochaines années du label. Où sera-t-on? Ça a été une année très difficile. Hein. Ça a été une année très très difficile. Donc on se retrouve on se retrouve bientôt pour en parler, quoi. Mais on va voir comment ça se passe. To be continued. Voilà. Écoute, en plus j'adore le teasing, donc ce sera très bien pour conclure. Je pense qu'on peut encore applaudir Yoc et Ron une nouvelle fois. Merci.